Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 14 mars. Les députés et sénateurs s'apprêtent à reprendre le chemin du Parlement. La rentrée parlementaire pour une session ordinaire qui s'annonce particulièrement chaude, avec des défis liés à la vie politique, économique et sécuritaire du pays. Les débats autour de l'organisation des élections planent déjà sur la session. À la une, également, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain impacte le prix des denrées alimentaires, mais l'on constate une différence entre vendeurs par rapport au prix de certains produits. Nous verrons pourquoi grâce à un reportage de la rédaction. À l'international, la Chine a pris le pas d'avance sur le sol africain. Pékin a damé le pion à ses concurrents de grande puissance dans la ruée vers le lithium dont les pays africains regorgent à foison. Et puis un invité dans ce journal, Rufin Kouedeloso, il est journaliste, spécialiste dans les questions parlementaires. Avec lui, nous parlerons notamment de la question de la rentrée parlementaire. Bonsoir à tous, bonsoir Rufin. Bonsoir Patrick Ilunga. Rufin Kouedeloso, je rappelle. Koubeloso, exactement. Autant pour moi. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans les questions parlementaires. Avec vous, nous allons parler des enjeux de la rentrée parlementaire. Je vous retrouve tout à l'heure, mais d'abord l'actualité. Ce mercredi 15 mars 2023 à 11 h au Palais du Peuple s'ouvre la session ordinaire de mars. Cette session de la 3e législature de la République démocratique du Congo qui trouve son ouverture dans un contexte sécuritaire marqué par les massacres des populations et du processus électoral. Donc il y a beaucoup de défis économiques et politiques. Edouard Funda. Alors que le processus électoral est en cours avec l'enrôlement des électeurs tant à Kinshasa, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, plusieurs défis sont à relever par les parlements congolais au cours de cette session de mars qui s'ouvre. Une session au cours de laquelle les parlementaires congolais sont appelés à travailler pour la mise en place de la loi sur la répartition des sièges, une étape obligatoire à franchir avant la tenue des élections en vue. Outre les priorités du processus électoral, les questions sécuritaires avec la question sur la prorogation de l'état des sièges ainsi que la révisitation de la situation économique du pays caractérisée par la hausse des prix des produits sur le marché sont les matières chaudes sur lesquelles devront s'apaisantir également les parlementaires congolais. Rappelons qu'au cours de la dernière session ordinaire de septembre 2022, clôturée le jeudi 15 décembre de la même année, une session constitutionnellement budgétaire, les sénateurs ont après l'Assemblée nationale voté 37 projets de loi parmi lesquels 27 projets de loi d'autorisation des ratifications. Nonobstant les efforts fournis, cette session s'est terminée sur une note troublante exacerbée par l'agression barbare à l'Est par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Un sujet qui mettra au travail également les parlementaires lors de cette session qui s'ouvre pour assurer un bon déroulement du processus électoral. Rufin Koubeloso, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions parlementaires. Vous venez de suivre le commentaire de notre confrère Edouard Funda. La session reprend demain, c'est-à-dire le 15 mars. Comment vous voyez déjà cette session ordinaire ? Alors cette session, il faut le dire, ça sera essentiellement budgétaire pour un premier temps. Les questions qu'ils auront à aborder, ça consistera d'abord sur les socio-économiques de la République, ce qui se passe, la hausse des prix, la hausse du dollar par rapport à la dépréciation du franc congolais. Et par après, nous aurons aussi à des questions, à des lois que les élus du peuple devront faire face, surtout promulguer des lois, de nouvelles lois qui auront vraiment un impact sur ce qui se passe, la situation surtout sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela va donner encore un coup sur les députés, surtout s'ils doivent se pencher sur comment résoudre la guerre à l'est, comment faire en sorte pour que les questions soient essentiellement abordées dans ce sens-là pour que la paix puisse revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Donc il y aura un coup de pression, voulez-vous dire. Donc, exactement. Mais la session, elle n'est pas budgétaire, bien qu'elle elle va se consacrer à des questions économiques, mais elle n'est pas essentiellement budgétaire. On peut ou ne pas dire, là ça dépendra maintenant de comment le président de l'Assemblée va s'y prendre, mais assurément il y aura cette question budgétaire qui déjà prévaut à l'horizon. Et nous pensons que dans la tête des chefs de la population, les gens arrivent déjà à se dire, mais si et seulement si la République démocratique du Congo connaît ces budgets, je voulais dire, sans précédent. Alors comment
président n'est pas voulu pouvoir mettre cela au service des FRDC qui sont au front. Et c'est cela aussi qu'il va falloir faire en sorte pour élever encore le budget de la sécurité et défense encore plus pour arriver à canaliser le moyen pour le FRDC qui mène un combat sans précédent sur les terrains et à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui appelle c'est pas essentiellement, comme je l'ai dit, ce qui appelle une raison de plus pour que le président de l'Assemblée nationale puisse s'épancher avec les élus du peuple par rapport à cette question-là et par rapport au budget, par rapport à la répartition du budget, et surtout pour l'armée et la sécurité. Voilà, il faut rappeler que la répartition du budget avait été déjà faite. Il y a même la loi sur la programmation militaire. Je crois que tout ça avait été déjà discuté, mais là n'est pas ma préoccupation. Maintenant, ma préoccupation, c'est autour de ce qu'on peut appeler les arriérés législatifs. On parle notamment de la loi autour de répartition de sièges. On sait que l'enrôlement n'a pas la vitesse qu'on aurait souhaité. Et puis, bon, il y a des endroits ou bien des territoires, des zones entières qui sont entre les mains des rebelles. Et Exactement. aussi longtemps que l'enrôlement n'aura pas fini, n'aura pas été fait totalement, la loi sur la question de répartition des sièges, qui est une sorte de voie pour aller aux élections, ne sera pas aussi votée. Comment voyez-vous cet arriéré législatif? Comment vous entrevoyez tout ça? Ça sera un problème à suivre de près, et surtout si on sait que le président de la CENI venait de dire qu'il y a des zones où il y a des milices, où il y a des terroristes qui ont eu à voler des machines à voter et tout ce qui va dans ce sens-là, ce qui vient renforcer encore l'idée, comme vous venez de dire, sur la répartition des sièges, tout en étant en guerre à l'est de la République du Congo, tout en ayant cette problématique ou ces informations-là qui dit qu'à l'est de la République démocratique du Congo, c'est difficile pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait des électeurs qui iront voter librement et démocratiquement. Donc je pense que cette question-là... Dans la province de Maïndombe également. Et dans la province de Maïndombe, les Kouamout, il faut le dire aussi, il y a eu des déplacés, je pense hier ou avant-hier. Je pense que toutes ces questions-là feront en sorte que le président de l'Assemblée nationale puisse vraiment se tenir, puisse vraiment faire en sorte pour que cela puisse bien se passer, puisqu'il faut rappeler des faits. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, ça pourra retomber encore sur la CENI compte tenu de l'organisation des élections. Le respect du calendrier électoral. Ça sera difficile. Maintenant, c'est au président de l'Assemblée nationale de savoir comment s'y prendre pour traiter cette question et surtout pour mettre autour de la table tout le monde, les parties prenantes, pour arriver vraiment à traiter le problème, pour arriver à dénicher le vrai problème et aller frapper le problème à la source pour apporter des solutions idoines. Donc je crois que l'Assemblée nationale et le Sénat vont être l'arbitre de grands enjeux. Exactement, exactement. Et surtout qu'ils devront sortir le grand jeu, si je peux me permettre le terme, pour arriver vraiment à résoudre cette question. Puisque si l'Assemblée nationale n'arrive pas à se pencher sur la question, et si le Sénat aussi n'arrive pas à se donner de moyens pour se pencher sur la question, je n'ose pas voir si quelle autre institution de la République démocratique du Congo pourra nous en dire autant. Donc ce sont ces deux institutions-là qui sont appelées exactement à arriver à dénicher le problème et puis à apporter des solutions idoines pour que ces problèmes-là des répartitions des sièges ne puissent plus être un problème, si je dois me répéter. Voilà, donc le Parlement sera le grand arbitre, vous l'avez dit. Exactement. Mais pour la question de financement des élections, on a vu il y a quelques jours ici le président de la CENI se plaindre d'un financement qui n'arrive pas. Alors on sait aussi que l'Assemblée nationale va être, on va dire, dans le débat tout de suite avec la question de financement. Comment voyez-vous cette particularité-là? Je pense que les élus du peuple doivent d'abord faire en sorte pour arriver à inviter au perchoir le président du Sénat, puisqu'ils ont cette... de la CENI. Le président de la CENI, je voulais dire, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pourquoi nous constatons qu'il y a un jeu de ping-pong entre les deux? L'autre dit qu'il n'a pas encore reçu les financements. L'autre dit qu'il a déjà envoyé les financements. Et on essaie de croire à qui de deux?
je pense les élus du peuple doivent s'y pencher exactement aussi sur cette question-là, essayer d'inviter les deux pour voir un peu clair, ou si pas inviter les deux, essayer d'avoir les informations adéquates pour arriver à comprendre ce qui dit vrai, ce qui dit faux. Et d'ici là, je pense on aura à avoir un peu plus clair par rapport à la question, puisque aujourd'hui l'enjeu n'est pas de passer à la télé et de dire à la population ou aux populations que voilà, j'ai déjà versé de l'argent pour la tenue des élections et que l'autre arrive comme un jeu de ping-pong, dire que je n'ai pas encore reçu l'argent par rapport à l'organisation des élections. La dernière fois où j'ai reçu l'argent, c'était pour l'enrôlement, mais j'ai déjà eu à utiliser et je suis déjà à bout de souffle. Moi, je pense que maintenant, là, la population n'a pas besoin d'avoir ces discours-là. La population veut d'abord voir clair sur l'organisation des élections et la population veut aussi voir clair sur les déroulements, puisqu'il y a déjà eu ces problèmes d'enrôlement qui a coulé de l'encre, il faut le dire, et qui continue de couler de l'encre sur l'ère opérationnelle 2, d'où on entend un peu de partout qu'on a volé des machines à voter, qu'il y a des problèmes récurrents qu'on a eu à connaître à l'ère opérationnelle 1, d'où les machines à voter posaient problème. Et là, il y a de mêmes problèmes. Donc, dans cette panoplie de choses, je pense vraiment qu'il faut que les élus du peuple soient vraiment souples, soient vraiment flexibles pour arriver vraiment à apporter des solutions. Si par exemple, durant 3 ans passés, ils n'ont pas eu à les faire, mais cette année, c'est une année, il faut le dire, décisive, c'est une année d'un dernier virage, et ils doivent vraiment apporter des solutions adéquates face à toutes ces questions. Rufin Kobelos, on vous garde encore sur ce plateau, on va poursuivre avec ce journal. Depuis la dernière dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais face au dollar américain, les prix de biens et de première nécessité ont pris de l'ascenseur dans la ville de Kinshasa notamment. C'est le cas notamment avec l'eau vendue en bouteilles plastiques de 750 ml. Le prix de cette denrée est passé de 500 francs à 600 francs congolais. Celle de la bouteille de 1 litre, 500 ml est passée de 1000 francs à 1200 francs congolais, soit une augmentation de 20%. Mais dans les grandes surfaces communément appelées supermarchés, les prix sont restés inchangés. Alors pourquoi cette différence? Réponse dans ce reportage de Benjamin Mobunyani, Edouard Funda et Dieudonné Bonali. Les prix des biens de première nécessité ont pris de l'ascenseur dans la ville de Kinshasa. C'est le cas notamment de l'eau vendue en bouteille plastique de 750 ml. Le prix de cette denrée est passé de 500 à 600 francs congolais. Celle de 1,5 litre est passée de 1000 à 1200 francs congolais, soit une augmentation de 20%. Mais dans les grandes surfaces communément appelées supermarchés, les prix sont restés inchangés. Alors pourquoi cette différence? Ce sont les commerçants qui sont à la base de cette hausse. Nous achetons de l'eau en bouteille à 500 francs congolais pour les vendre à 600 francs. Est-ce normal dans un pays que la nature a généreusement béni en cours d'eau? À un autre de délier sa langue. Le prix d'un paquet de 12 bouteilles de Suisse revenait à 5000 francs congolais. Avec la dépréciation monétaire, nous l'achetons maintenant à 5500 francs. Si nous vendons une bouteille à 500 francs congolais, nous n'allons rien gagner. Nous vendons à 600 francs pour gagner ne fût-ce que 100 francs par bouteille. En plus de cette difficulté de se procurer une bouteille d'eau fraîche ou tiède pendant cette période de forte chaleur, s'ajoute celle de la rareté des petites coupures pour l'échange. La balle est maintenant dans les camps du ministère de l'économie. Quittons Kinshasa pour se rendre dans le Nord Kivu, à Goma notamment, où la ville a passé la nuit de lundi à mardi dans une petite frayeur. Dans la soirée de lundi à 18h, temps local, le volcan Nyamulagira s'est réveillé. Selon l'Observatoire volcanologique de Goma, les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement de magma à de faibles profondeurs vers le cratère central de Nyamulagira. Mais ce n'est rien de grave, à tenter de rassurer l'Observatoire volcanologique de Goma. Suivez. L'Observatoire volcanologique de Goma avait annoncé déjà précédemment la localisation des séismes hybrides dans le champ du volcan Nyamulagira. Aujourd'hui, cette structure technique redoute une cassure de la Terre à travers un séisme suivi de l'intrusion magmatique.
L'Observatoire volcanologique de Goma rassure néanmoins les citoyens en recommandant à la population de garder son calme et de vaquer librement à ses occupations. L'institution recommande aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région de Virunga. L'OVG prévient tout de même que les produits volcaniques tels que la cendre et les scories du volcan peuvent retomber sur les zones habitées du fait de cette activité dans le cratère. À la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, la région de Goma est une zone d'intense activité volcanique avec 6 volcans dont le Nyiragongo et le Nyamulagira. En 2021, le volcan Nyiragongo avait fait une éruption causant plus de 30 morts et poussant les populations de Goma à fuir vers la région de Rubavu au Rwanda et dans d'autres cités de la RDC. Un tremblement de terre avait touché à la fois le Rwanda et la RDC après l'éruption du volcan. Il y a 21 ans, en 2002, 250 personnes avaient été tuées par la lave du volcan, toujours dans la région de Goma. Et puis, Mois de femmes oblige, la rubrique Femmes du jour s'intéresse à Christelle Vwanga, députée nationale et présidente de la commission Genre, Famille et Enfants, mais aussi la commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, une femme aux multiples casquettes au sein de la société, mais aussi qui incarne la détermination. Voldy Kenge vous la présente. C'était prévisible que cette brave dame surprenne plus d'un. Simplement par sa détermination et son engagement patriotique, Christelle Vwanga séduisait déjà les cœurs des Congolais. Par ses analyses pointues lors de ses interventions, au cours des émissions politiques notamment, elle faisait montre d'un sens de culture générale aiguë et des compétences accrues. Après les élections du 30 décembre 2018, elle est élue députée nationale pour le compte de la circonscription de Funa. Parce qu'elle est ambitieuse, à la chambre basse du Parlement, elle s'est fait élire présidente de la nouvelle commission permanente créée à son lobbying au cours de cette législature, la Commission des droits de l'homme. Elle porte son combat au sommet pour la noble cause de la population congolaise entière. Christelle Vwanga Mukongo est journaliste de formation et défenseur de droits de la femme faible. En 2009, elle obtient son diplôme de graduat à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Dès son jeune âge, elle croit toujours à l'abolition de la peine de mort et fait voter la loi portant abolition de la peine de mort une fois élue du peuple. Pour ce qui est de sa carrière politique, en 2018, elle est élue députée nationale. Elle a sa carte au parti Alliance des mouvements du Congo de Moïse Katumbi, faisant partie de la coalition Lamuka. En 2019, élue présidente de la commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, elle est parmi les députés qui ont lutté pour l'instauration de cette commission au Parlement. Après les basculements de la majorité parlementaire, les partis Ensemble pour la République de Moïse Katumbi adhèrent à l'Union sacrée de la nation. Elle devient la présidente de la commission Femmes, Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale, où elle trouve également un réseau de parlementaires abolitionnistes et elle s'y intègre pour mener la lutte à l'intérieur de cette institution et par son engagement, elle devient présidente de ces réseaux. Elle est initiatrice du Parlement Rose qui consiste à donner la parole chaque année aux femmes de toutes les catégories sociales devant la représentation nationale, dont la première édition s'est tenue le vendredi 2 avril 2021 et la deuxième le 9 avril 2022. Elle obtient le 6 mars 2022 en Belgique le prix Marie Mouilou Kiawanga Nzitani. Membre du réseau des jeunes parlementaires et de l'opposition parlementaire, la députée nationale Christelle Vwanga du regroupement AMK de l'opposition a, au cours de la plénière du 7 novembre, été désignée pour présider la commission des droits de l'homme dont elle est l'initiatrice. Christelle Vwanga fut journaliste engagée et défenseur de droits des faibles. On l'a vu dans le premier rang, réclamant justice en faveur de victimes du 25 février 2018, à l'instar de Rossi Mukendi, un militant catholique et pro-démocratie, Thérèse Kapangala, aspirante, etc., abattue froidement lors d'une manifestation pacifique organisée par les comités laïcs de coordination, non à un troisième mandat de Kabila. Une position qui lui a pourvu un siège à la chambre basse du Parlement. Élue de la Funa, elle figure parmi les députés les mieux élus de la capitale Kinshasa. Son élection à la tête de la Commission des droits de l'homme a réjoui les organisations féminines et les réseaux de jeunes parlementaires dirigés par les députés Patrick Mouyaya qui lui ont souhaité plein succès. Par conclusion, Christelle Vwanga est devenue aujourd'hui le symbole de joie auprès de sa base en général, mais surtout pour les femmes en particulier. De son slogan « Rendez-vous au sommet », l'on peut comprendre la détermination qui réside au-dedans d'elle.
Vous avez reconnu la voix de Voldy Kengi. Nous sommes ici de retour avec Rufin Kobeloso. C'est vrai qu'on vient de voir Christelle Vwanga qui est députée nationale. Donc on fait la transition pour retrouver la chambre basse du Parlement. Et pour en parler, les députés qui reprennent le chemin du Parlement demain. Mais il y a aussi cette question des différentes forces armées qui arrivent, soit du Burundi, du Kenya, on entend encore les Angolais et probablement aussi d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Comment vous voyez le rôle du Parlement? Est-ce que le Parlement va être là pour un petit peu décider là où l'exécutif semble hésiter? Est-ce que le Parlement sera là pour demander vraiment qu'il y ait éclaircissement pour différents mandats de différentes missions? Moi, je pense que le Parlement peut arriver à cela, mais cela doit passer par l'exécutif d'abord. L'exécutif doit demander, à mon avis, doit demander au Parlement d'arriver à s'épancher sur la question, puisque nous constatons que sur le terrain, c'est l'exécutif qui fait un peu tout, qui va dans tous les sens, signer des accords, des contrats et tout, sans pour autant passer par le Parlement. Or, dès le départ, si cela était passé par le Parlement, je pense que cela allait se faire dans un rythme normal et dans une cadence exécutif et Parlement très normal. Mais là, nous constatons qu'il y a l'exécutif qui s'implique beaucoup trop par rapport au Parlement. Mais si on doit faire recours au Parlement, ça sera pour un second plan, puisque l'exécutif s'est déjà penché sur la question et l'exécutif s'est déjà donné les moyens pour avancer. Nous voyons déjà qu'il y a des troupes un peu de partout de l'EAC qui arrivent ici à l'est de la République, et même les troupes angolaises qui passent par leur Parlement pour avoir cette validité d'entrer sur les sols congolais ou pas. Là-bas, je pense qu'ils ont déjà eu à consulter les parlements. Ils attendent que le Parlement puisse donner l'aval pour descendre en République démocratique du Congo ou pas. Mais par contre, nous sommes passés par l'exécutif avant et après, nous voulons faire recours au Parlement. Donc il y a déjà 2 points, 2 mesures. Voyons voir comment l'exécutif va s'épancher sur la question pour essayer d'immiscer le Parlement et puis aller dans cette connivence dans le même sens. Alors, pensez-vous peut-être que le Parlement, ou bien l'Assemblée nationale, va demander, par exemple, aux forces, à différentes forces d'Afrique de l'Est notamment, de repartir de la RDC? Là, ça sera un fait que si et seulement si, sur terrain, la population exprime le ras-le-bol par rapport aux exactions que ces groupes de l'EAC auront à commettre sur terrain. Puisque aujourd'hui, nous avons vu des différentes marches à Goma, un peu de partout à l'Est, réclamant que l'EAC puisse partir. Par rapport à ce qui se passe sur le terrain, ils disent que les AC sont un peu comme le M23, ils commettent le même atrocité que le M23, selon les populations de ces coins-là. Alors aujourd'hui... Par contre, les populations reprochent à l'EAC une sorte d'inaction, c'est-à-dire ils la comparent à la MONUSCO. Exactement. L'EAC ne fait pas des exactions, mais elle est amorphe. Non, mais il y a aussi une partie de la population qui ont eu à parler des exactions, alors que l'EAC est là. Donc, ils sont en complicité avec ce qui se passe tout autour de là où il y a des atrocités. Et c'est aussi ça la question. Auparavant ou au départ, on savait que l'EAC venait pour combattre aux côtés de FARDC. Mais après, on nous dit que c'est pour créer une zone tampon, alors qu'on sait tous que cette zone tampon aura à mettre de côté les FARDC et le M23. Et ça sera l'EAC, les forces de l'EAC qui auront à diriger cette zone-là. Et là maintenant, il y a incompréhension, il y a de l'amalgame que la population veut comprendre. Est-ce que l'EAC vient pour cette zone tampon, ou l'EAC vient pour observer ce qui se passe, ou l'EAC vient pour combattre aux côtés des FARDC? Nous ne comprenons plus rien. Et je pense que c'est de là aussi que le Parlement doit s'épancher pour arriver à poser ces questions acquis de droit et avoir des éclaircissements. Le Parlement va faire entendre sa voix. Merci Rufin Kobeloso, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes journaliste spécialisé dans les questions parlementaires. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Faut-il croire encore à une solution diplomatique dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du
du Nord Kivu malgré toutes les tentatives ratées dans le processus de Nairobi et au Rwanda, parfois couplés, voire dans les discussions avec l'ONU. Le dossier de ce mardi s'intéresse à la question. Je vous propose de le suivre avec Fiston Oleko. Tout a commencé avec une initiative de la communauté internationale à travers l'opération turquoise. Et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération turquoise. Une opération qui a permis l'entrée de réfugiés rwandais ou Hamas en RDC avec leurs biens et munitions. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères. Ce qui a laissé la voie à des cycles infernaux d'insécurité au pays, occasionnant les décès de deux chefs d'État, Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Celui-ci et AFDL avaient accédé au pouvoir avec l'aide du régime Tutsi du Rwanda. Après un bruit avec Kabila, le Rwanda porte à nouveau le RCD pour le combattre. À la suite de son intégration dans les institutions, les dissidents ont créé le CNDP avec la bénédiction toujours de Kigali, ayant à sa tête Kunda Batware. Dissous en 2019, avec l'accord du 23 mars, du CNDP est sorti le mouvement du 23 mars qui ressurgit en 2021 après avoir été défait en 2013. Pour mettre fin à cette résurgence du M23 qui bénéficie d'un soutien de Kigali, les rapports des experts indépendants et ceux de l'ONU faisant foi, le gouvernement congolais est dans plusieurs mécanismes internationaux dans le cadre du front diplomatique. À Nairobi avec l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est à la base d'un processus diplomatique et le processus de Luanda avec la CIRGL en 2022. Bien que plusieurs résolutions à des sommets de chefs d'État mettent l'accent sur la cessation des hostilités avec des délais, ces groupes rebelles n'abdiquent pas avec ces avancées sur terrain. Le dernier délai violé par le M23, c'est celui du 7 mars dernier. Malgré tout ce que plus d'un qualifie de raté, Kinshasa continue à croire au front diplomatique. Il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi. Cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée. Mais dans la classe politique, la compréhension n'est pas toujours la même. Si nous voulons demain trouver une nouvelle feuille de route qui indique comment rebâtir la paix et la sécurité dans la région, on doit reprendre le chemin de cet accord cadre d'Addis, mettre fin au chaos diplomatique et sécuritaire orchestré par le gouvernement qui a pris des initiatives qui se superposent ici dans la confusion totale entre l'état de siège, l'adhésion à l'EAC, la chasse à la MONUSCO et des opérations bilatérales qui n'ont été d'aucune efficacité pour restaurer la paix à l'est du pays. Il est évident que la communauté internationale renvoie la balle au pays pour la préservation de sa souveraineté. La force de l'EAC déployée avec un mandat offensif fait le contraire sur terrain. Le Conseil de sécurité de l'ONU en visite en RDC dit de ne pas avoir une solution magique tout en appelant au dialogue comme l'a fait Emmanuel Macron lors de sa dernière visite. Au-delà de la lourdeur des processus diplomatiques, la RDC y croit fermement, bien que les Congolais, lassés, manifestent contre l'inaction de la MONUSCO et de la force de l'EAC. Le pays sollicite actuellement des sanctions contre tous ces agresseurs. En sport, le programme des préparations des Léopards de la RDC pour la rencontre face à la Mauritanie du vendredi 24 mars prochain, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, a été rendu public. Le rassemblement des joueurs aura lieu le 18 et 19 mars et la première séance d'entraînement se déroulera le 20 mars à Lubumbashi, ville de la dite rencontre. Blest Kouzola.
Comme c'est connu de tous, les léopards de la République démocratique du Congo accorderont leur hospitalité au stade TP Mazembe dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi à l'équipe nationale mauritanienne de football le 24 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre, séjourne depuis lundi dernier à Lubumbashi avec son adjoint Raphaël au quartier général de l'équipe à l'hôtel Caravia. La suite du programme prévoit une rencontre le mercredi prochain entre le représentant de la marque Oneil et la fédération pour la livraison des équipements. Le rassemblement complet de tous les joueurs interviendra entre le samedi 18 et dimanche 19 mars prochain sur place dans la ville de Lubumbashi. La première séance d'entraînement de Léopard aura lieu le lundi 20 mars prochain avec tous les joueurs sous la direction du sélectionneur manager. La FECOFA accélère la procédure administrative des nouvelles recrues de Léopard sur le plan local, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères et à la FIFA pour leur permettre d'être éligibles le 24 mars prochain face à la Mauritanie. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Selon un rapport publié par l'Institut international de recherche sur la paix, la Russie a compté pour 40% des importations d'armes en Afrique entre 2018 et 2022. Ce rapport concerne essentiellement les armes dites majeures, notamment les avions, les systèmes de défense anti-aériens, des blindés, des missiles et autres navires. Vous allez suivre ce commentaire de Jojo Moulamba. Les importations d'armes majeures par l'ensemble des États africains entre 2018 et 2022 ont chuté de 40% en comparaison avec la période 2013-2017. Pour cause, les reculs marqués des importations d'armes de deux plus grands importateurs de la région, en l'occurrence l'Algérie avec moins 58% et le Maroc avec moins 20%. Au total, l'Afrique représente 5% des importations d'armes enregistrées à l'échelle mondiale durant les 5 dernières années contre 41% pour la région Asie et Océanie, 31% pour le Moyen-Orient, 16% pour l'Europe et 5,8% pour les Amériques. Le rapport révèle d'autre part que le pays d'Afrique subsaharienne ont représenté 2% du total des importations mondiales d'armes majeures entre 2018 et 2022. Leurs importations combinées ont été inférieures de 23% à celles enregistrées entre 2013 et 2017. Les 3 plus gros importateurs d'armes de la sous-région sur les 5 dernières années étaient l'Angola, le Nigeria et le Mali. Plusieurs pays exportateurs d'armes se disputent l'influence en Afrique subsaharienne. La Russie a dépassé pour la première fois la Chine pour devenir le plus grand fournisseur de la région. Sa part des importations d'armes par les États d'Afrique subsaharienne est passée de 21% durant la période 2013-2017 à 26% au cours de la période 2018-2022. La part de la Chine a chuté de 29% à 18%. Sur la période 2018-2022, la plus forte hausse des importations d'armes au sud du Sahara a été enregistrée au Mali. La Russie a été le principal fournisseur du Mali au cours de ces 2 périodes, mais ce pays d'Afrique de l'Ouest a également reçu d'importantes quantités d'armes du Brésil, de la Chine, de la France, de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, de la Turquie, des Émirats arabes unis et des États-Unis. Plusieurs pays africains hébergent du lithium et si l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique tentent actuellement de se positionner pour exploiter ces réserves, la Chine a déjà pris une avance considérable au Mali, en RDC ou encore au Zimbabwe, seul pays du continent à en produire. À ce jour, d'ici 2025, les mines contrôlées par les intérêts chinois devraient produire jusqu'à 705 000 tonnes de lithium contre 194 000 de tonnes en 2022. Jojo Moulamba. C'est jusqu'à 705 000 tonnes de lithium contre 194 000 tonnes en 2022 que le mine contrôlé par les intérêts chinois devrait produire d'ici 2025. Voilà ce qu'indique la banque UBS AG dans une note datée de la semaine dernière et relayée par Bloomberg.
Et cette note précise tout de même que cela ferait passer la part de la Chine dans l'offre mondiale à 32% en 2025 contre 24% l'année dernière. Cette progression devrait être soutenue par l'entrée en production de nouvelles mines de lithium en Afrique dans lesquelles la Chine a investi de centaines de millions de dollars américains ces dernières années. Au Mali, la construction des futures mines de Goulamina et de Bougouni est cofinancée respectivement par Ganfeng Lithium et une filiale de Fosun International. Même chose au Zimbabwe, seul producteur de lithium sur le continent actuellement où les entreprises chinoises ont pris le contrôle de la plupart de grandes mines. Le renforcement de la présence chinoise sur le lithium est destiné à satisfaire sa forte demande intérieure car c'est le plus grand marché pour le véhicule électrique. Ces renforcements s'inscrivent aussi dans une rivalité avec les nations occidentales, les États-Unis et l'Union européenne en particulier, sur le métaux indispensable à la fabrication de batteries électriques. Cette rivalité s'observe en Amérique du Sud, région où se concentrent les plus grandes réserves mondiales de lithium, mais également en Afrique où la plupart des pays n'ont pas encore exploité leurs réserves. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Cet intérêt des investisseurs étrangers pour les lithium africains devrait encourager les États concernés à utiliser ce capital pour développer une industrie locale afin de tirer de meilleurs profits de l'exploitation de leurs réserves et ne pas répéter les erreurs du passé. Place à présent à la revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse des journaux parus ce mardi 14 mars 2023 dans la mégapole de Kinshasa. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la nouvelle grille tarifaire du transport en commun dans la capitale, ainsi que la nomination d'un nouveau ministre provincial de finances pour la ville de Kinshasa. Tels sont des scintillants sujets ayant animé ce matin la toile. Ouvrons la brèche avec le phare qui titre à sa machette Lutundula et Mouyaya formel, l'insécurité à l'Est n'est pas à imputer aux Congolais. En marge du briefing de presse organisé hier lundi 13 mars par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les quotidiens notent que le chef de la diplomatie congolaise a rappelé ce qu'on connaît dans l'Est. La communauté internationale ne peut pas se disculper. Elle en porte l'entière responsabilité. Car c'est à sa demande exprimée notamment par certains de ses membres influents que l'ex-Zaïre avait ouvert la frontière en 1994 aux réfugiés rwandais mélangés avec des militaires qui entrèrent avec les armes et munitions alors que les autorités nationales n'étaient pas d'accord. De son côté, Forum des As titre Lutundula au Conseil de sécurité, il est inadmissible de venir faire le ponce Pilate en RDC. Patrick Mouyaya relève que jeter la balle dans les camps du gouvernement n'exonère en rien la communauté internationale de ses responsabilités, a poursuivi les journaux. Toujours dans le même ordre d'idées, l'Aknirti, Mouyaya Lutundula disent non. Pour les quotidiens, il est incorrect que d'imposer à un pays d'accueillir les génocidaires. Lorsque la RDC voulait refouler les génocidaires, la voix est venue de la France. Il est scandaleux de penser que la RDC est responsable. Au journal La Prospérité d'enchaîner, Mouyaya et Lutundula appellent à la mobilisation autour des efforts de Félix Tshisekedi et les gouvernements. Le porte-parole du gouvernement a pris soin de rebondir sur la violation du cessez-le-feu violé récemment par le M23. Bien plus que cette mesure, le ministre Mouyaya a indiqué que le gouvernement veut non seulement un simple cessez-le-feu, mais un retrait effectif qui sera suivi d'un cantonnement en vue de la réinsertion communautaire. Pour ce qui est de la nomination du nouveau ministre des Finances pour la ville de Kinshasa, les tabloïds Le Journal titre Félicien Koulou-Tantoula succède à Django Imvuzi. Au journal Le Phare de préciser que l'ancien directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa laisse derrière lui un climat de méfiance. L'auteur de l'article appuie son argumentaire par le sitting organisé dernièrement par des cadres et agents de la DGRK, mécontents de sa gestion, décriés devant leur siège administratif de la Gombe, lequel s'était soldé par une
répression policière, conclut-il. Forum des As s'est apaisanti sur les causes ayant écarté Django Mvuzi. Selon le journal, l'IGF avait demandé le limogeage du ministre de Finances de Kinshasa pour sauvegarder les intérêts de la ville. Il est mis à la charge de l'intéressé des graves irrégularités ayant paralysé la chaîne de la recette. Bouclons ainsi cette revue de presse par ces titres du phare. Transport, Ngobila joue au feu. À l'auteur des dires, en recherchant à ouvrir un front contre les transporteurs privés, l'hôtel des villes va visiblement au-delà d'un échec. Par ailleurs, Forum des As écrit, le chauffeur ignore les tarifs de l'hôtel des villes. La nouvelle tarification sera-t-elle d'application, s'interroge le groupe de presse L'Avenir. Selon l'auteur de l'article, la faisabilité de cette méthode ne peut être concrète que par la rigueur des autorités compétentes dans l'accompagnement et le suivi digne de ces noms, ainsi que la conscience de la population quinoise dans la dénonciation en cas de violation. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Les députés et sénateurs s'apprêtent à reprendre le chemin du Parlement. La rentrée parlementaire pour une session ordinaire qui s'annonce particulièrement chaude, avec des défis liés à la vie politique, économique et sécuritaire du pays. Et les débats autour de l'organisation des élections planent déjà sur la session. Vous l'avez suivi, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain impacte sur les prix des denrées alimentaires, mais l'on constate une différence entre vendeurs par rapport au prix de certains produits. Nous avons vu avec ce reportage pourquoi cette différence. Et puis, à l'international, la Chine a pris une avance sur le sol africain par rapport à ses concurrents de grande puissance dans la ruée vers le lithium dont les pays africains regorgent à foison. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.